Les matinées Radiolac. Vous êtes à l'antenne. 11h09 sur Radio Lac, les matinées Radio Lac avec le débat du jour. La Suisse est-elle suffisamment impliquée dans l'Union européenne ou la Suisse devrait-elle s'impliquer davantage ? Eh bien, on va voir ça avec notre invité, c'est Raphaël Betz qui nous a rejoint. Bonjour Raphaël. Bonjour. Rapprochez-moi ce joli micro bleu qui vous tend les bras comme ça et puis parlez bien, surtout bien dedans. Très bien. Est-ce comme que ça, vous m'entendez bien, magnifiquement bien. Alors Raphaël Betz, on va vous présenter en 2 mots. D'où venez-vous ? Qui êtes-vous ? Alors j'ai grandi à Lausanne, je suis actuellement secrétaire général adjoint du nouveau mouvement européen suisse, le seul mouvement qui s'engage pour l'obtention du droit de vote européen pour les Suisses, c'est les Suisses. Alors qu'on appelle selon l'acronyme le NOMES. Le NOMES, exactement. Quelle idée de créer un mouvement de la sorte ? D'où est-elle venue ? Bon, les racines remontent à l'entre-deux-guerres, quand les premières idées d'Union européenne sont nées en Europe et notamment en Suisse. Mais le NOMES en tant que tel vient de fêter ses 20 ans. Il est issu d'une fusion de plusieurs mouvements pro-européens de 1998, mouvement pro-européen suisse. Et puis voilà, depuis on s'engage malgré tout, malgré les contre-courants pour l'adhésion de la Suisse à l'Union européenne. Alors on aime bien mettre les gens à une place sur un échiquier. Quelle serait votre place politiquement dans l'échiquier suisse ? Alors le NOMES, c'est un mouvement non partisan. J'allais vous le demander. Donc ça c'est une ligne très claire chez nous. On a des membres autant de droite que de gauche. Selon les évolutions sur la scène politique en Suisse, c'est vrai qu'il y a eu des périodes où les membres du PLR étaient un peu plus nombreux. Maintenant, c'est un peu plus difficile de leur côté. Le PLR a aussi évolué dans un sens un peu différent de celui d'il y a quelques années sur l'Europe. Ce serait-il un petit peu durci en la matière ? Enfin, si j'en crois ce qu'on raconte. Il a en tout cas pris la voie bilatérale. Enfin, il défend actuellement cette voie royale, comme le fait finalement aussi le Conseil fédéral. Depuis 2006, l'adhésion n'est plus un but stratégique de la politique étrangère. Donc le PLR s'est rangé derrière. Exactement. Alors ça voudrait dire que ce thème de l'Union européenne et de la Suisse regroupe des vertus d'unification en matière de pensée, en matière de courant politique, puisqu'on voit des gens de gauche, de droite, d'un peu partout. Est-ce que ça c'est quelque chose dans lequel les gens se rejoignent indépendamment de leurs convictions profondes ? Oui, parce qu'au final, on ne défend pas une vision particulière de l'Union européenne ou de l'Europe. Les positions divergent, même au sein de notre mouvement. Ce qui nous réunit, c'est finalement la volonté de pouvoir codécider. C'est la question de la souveraineté. Et au sein de notre mouvement, qu'on soit de gauche ou de droite, on est convaincu qu'en tant que Suisse, on veut pouvoir codécider à Bruxelles. Et pour pouvoir le faire, il faut être membre. Avoir son mot à dire, en tout cas. Voilà. Alors, l'état des lieux, en ce moment, entre les relations entre la Suisse et l'Union européenne, où en est-on depuis le sinistre, en tout cas, le séisme du 6 décembre 92, cher au regretté, très regretté Jean-Pascal de la Murat. Donc, comment ça se passe en ce moment ? Qu'est-ce qui est établi à l'heure qu'il est ? Bon, après le 6 décembre 92, donc le jour où le peuple et les cantons ont refusé l'adhésion de la Suisse à l'espace économique européen, on a dû trouver une autre solution pour nos relations avec l'Europe, et puis on a développé cette voie bilatérale. Donc actuellement, on a autour de, je pense, 120 accords bilatéraux, dont 2 gros paquets, les bilatérales 1 et 2. Au sein des bilatérales 1, on a la libre circulation des personnes, et puis cette fameuse clause guillotine. Donc c'est un paquet ces 5 accords du paquet 1 tiennent ensemble. Si on en lâche un, tout s'écroule. Concrètement, pour qu'on comprenne bien, dans la vie de tous les jours, ça se matérialise comment, par exemple ? Bon, la libre circulation des personnes, je crois que si on voyage en Europe, on le sent très concrètement. Après, c'est des questions de transport, des questions c'est l'accès au marché finalement, c'est c'est des opportunités économiques. Ça s'est ressenti sur notre prospérité aussi en Suisse. On en profite de ce marché de 500 millions d'habitants. C'est essentiel pour notre économie d'export.
Voilà, donc ça c'est un point économique, on va dire. Physiquement, on peut résider, on peut partir résider à l'extérieur des frontières, que ce soit en France, en Italie, en Espagne. Là, concrètement, ça se vérifie aussi comme ça, par exemple. Totalement. Moi-même, j'ai vécu 2 ans à Vienne en tant que Suisse employé à l'étranger. Donc, voilà, exactement. C'est la libre circulation des personnes. C'est une super expérience aussi. Il n'y a pas besoin de visa, il n'y a pas besoin de permission d'établissement spécial. Non, exactement. Il faut s'inscrire comme on le fait aussi ici. C'est une liberté ça a pris des années pour l'obtenir, et puis on est convaincu, en tout cas au sein du NOMES, que ça vaut la peine maintenant de aussi la défendre. On l'a acquise, on veut la garder. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'encontre de ce que vous soutenez. Est-ce que vous vous heurtez à des mouvements qui vont dans l'autre sens ? Naturellement. On en reparle dans quelques minutes, si vous voulez bien, Raphaël Betts. Avec l'implication de la Suisse dans l'Union européenne, est-elle suffisante ? Faut-elle qu'elle progresse ? Faut-elle qu'elle régresse ? Allez savoir. Vos remarques sont les bienvenues sur le WhatsApp de Radio Lac au 079 91 8 3000. Nous voici au cœur de l'Union européenne et de la Suisse avec notre invité du jour, Raphaël Betts. Vous êtes un représentant, depuis combien de temps d'ailleurs, du NOMES, du nouveau mouvement européen suisse ? Alors, très bonne question. Membre, je le suis depuis 2013. Depuis novembre de l'année passée, j'occupe la fonction de secrétaire général adjoint. Voilà, vous voici donc dans l'organigramme du mouvement. Exactement. Alors, cette Union européenne et cette Suisse, des fois elles s'entendent bien, des fois elles s'entendent un peu moins bien. Il est vrai que la Suisse est un pays assez éclectique en matière de culture, en matière de langue, évidemment. Je faisais la réflexion hors antenne tout à l'heure, je disais, mais on n'a pas la même attitude vis-à-vis de l'Union européenne si l'on se trouve dans région romande, valdo-genevoise, ou si on se trouve plutôt du côté de la région de Bâle, de Mulhouse, on a un regard bien différent sur cette Europe, puisque la frontière directe, hormis la Suisse et l'Autriche, c'est la France. Mais comme partout en Europe aussi, c'est vrai qu'on l'oublie peut-être souvent. L'Europe est un continent tellement diversifié en termes de culture, de langue, comme finalement l'est la Suisse à une autre échelle. C'est finalement extraordinaire ce qu'on a pu réussir à faire avec cette Union européenne, de faire travailler ensemble ces 28 États, bientôt 27. Oui, un succès à mon sens. Pourquoi bientôt 27 ? Il y en a un qui m'échappe là. Le Brexit. Ah, mais bien sûr, voilà. Bien sûr. Où avais-je la tête ? Donc, probablement bientôt 27. Donc, il y a une place de libre. Donc, il y a une place de libre, oui, bien sûr. Pourquoi pas. Pour la Suisse, toujours. Alors, au quotidien, ces rapports avec l'Union européenne, vus depuis la Suisse, comment s'exerce-t-il ? On a parlé tout à l'heure des différents blocs de bilatéral, avec ce qu'on peut vérifier au quotidien, circuler librement, s'établir librement, vivre librement dans un pays de l'Union européenne. En matière d'échanges commerciaux, là aussi, il y a quelques restrictions. Il y a un petit brin de protectionnisme encore sur l'alimentation, sur les produits, par exemple. Ici, on bloque un peu encore. Totalement, mais la question est plus grande que ça, finalement. Bon, on n'a peut-être pas mentionné, on aurait pu aussi parler là du monde de la recherche. Là, les relations bilatérales sont extrêmement importantes pour la recherche suisse. Les subventions européennes, les contacts avec les chercheurs européens sont essentiels. On avait aussi Erasmus, on a les échanges en termes de culture. C'est très très riche, très très varié, et naturellement à la fin c'est une négociation, c'est des partenaires souverains qui se mettent à une table et qui élaborent un accord, et donc on lâche quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre en retour. Donc il y a naturellement toujours aussi une certaine restriction, c'est tout à fait légitime. Oui. En matière d'importation, j'allais dire particulière, d'importation domestique, on a fait le constat que nous n'avions plus de douaniers en Suisse, mais des gardes-frontières. Alors légalement, qu'est-ce que ça change au quotidien dans le contrôle de la frontière ? Là, on est plus dans un contrôle anti quelque chose ou pour un contrôle fiscal ? C'est
Là aussi, une bonne question. Je dois être transparent. Je suis pas non plus un spécialiste en termes pour ces questions-là. Moi, ce qui m'importe, c'est peut-être le niveau juste en dessus. C'est vrai qu'il y a des défis. La libre circulation des personnes, c'est un projet magnifique, ambitieux, parfois peut-être utopique dans un sens. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a, on a aussi réalisé que on veut ouvrir nos frontières aux cultures, à l'échange, mais c'est vrai que la criminalité, les trafics, il faut les combattre. Maintenant, la question se pose des frontières hors Europe, hors espace Schengen. Et c'est peut-être là le défi de demain, comment répondre aux besoins de la population européenne en matière de sécurité. Parce qu'on fait partie intégrante des accords de Schengen. En tout cas, il y a eu une entente en la matière. La Suisse a adhéré à Schengen-Dublin, le peuple a accepté cela, et puis depuis on est partie prenante de ce mécanisme. Oui. Finalement, c'est pas révélateur de ce qu'on est un peu en Suisse, dans cet esprit-là. On dit non en 92, mais on dit oui à Schengen 20 ans plus tard, en se disant, finalement, on aimerait bien pouvoir bénéficier de certaines mesures, ou en tout cas de certains aménagements. En revanche, il ne faut pas pousser non plus. Totalement. Longtemps, aujourd'hui, je pense encore, c'est l'aspect projet politique, quand on parle d'Union européenne, qui faisait peur et qui fait peur en Suisse. Les esprits peut-être changent un peu, vu les évolutions aussi hors de nos frontières. Mais voilà, on retombe sur la question centrale, c'est est-ce qu'on veut pouvoir co-décider ou est-ce qu'on veut simplement subir, reprendre sans pouvoir contribuer à l'élaboration de lois, de directives. C'est essentiel de pouvoir y répondre à celle-là. Béatrice, nous avons un petit mot, elle me dit, mais vu de Suisse, cette Europe fait peur tant le désordre y règne, à commencer par son Parlement à Bruxelles. C'est pas franchement un désordre, mais c'est vrai que ça peut être une image que ça véhicule. Bien sûr, mais il ne faut pas non plus... Oui, je suis le premier à dire que l'Europe a besoin, l'Union européenne a besoin de réformes. Tout ne va pas bien, mais regardons aussi en dehors de l'Europe. Et aujourd'hui se pose la question, on veut quelles valeurs, on veut quelles normes? Est-ce que c'est les normes européennes ou est-ce qu'on veut les normes américaines, chinoises ou russes finalement? Donc, ça veut dire qu'en Suisse, on n'aurait évidemment pas fait le choix qui a été conclu par exemple entre l'Europe et le Canada pour l'importation de viande qu'on imagine parfois assez douteuse. Le nom de ce traité m'échappe là, mais récemment ça a été discuté. Ça veut dire qu'ici on se prémunit de ça. Non, la Suisse, le Conseil fédéral est très engagé aussi dans la politique de libre-échange et puis on a conclu à ma connaissance un certain nombre d'accords de libre-échange avec passablement de pays. Donc si on les fait nous-mêmes en même temps, pourquoi les faire via le vecteur européen? Mais la Suisse est au centre de l'Europe, c'est ça qu'il faut garder en tête. À moins de déménager la Suisse en plein milieu de l'océan, on ne va pas pouvoir échapper à ce qui se passe en Europe, à ce qui se décide à Bruxelles. Donc on le voit typiquement avec la nouvelle directive sur la protection des données, qui est un pas en avant pour les consommateurs-consommatrices. C'est l'Europe qui a pris le devant et la Suisse va devoir un jour s'adapter. Donc l'initiative ne vient pas de nous. On va devoir, on subit, alors positivement pour le consommateur et la consommatrice en Suisse, mais on subit, on s'adapte sans pouvoir co-participer, quoi. Pour conclure cette deuxième intervention, on pourrait dire que la Suisse et l'Europe sont deux pièces d'un puzzle et pour lesquelles chacune est en train de limer à sa manière les bords de sa pièce jusqu'au jour où elles vont peut-être s'imbriquer parfaitement. Pour l'instant, c'est encore un peu discordant. Moi, je dirais même, c'est une même pièce. La Suisse, elle fait partie, c'est même plus une question, elle fait partie de l'Europe. C'est toujours la pièce qui manque au milieu d'un puzzle et ça fait très désordre. Voilà, après chaque peuple est souverain et peut décider de rejoindre une alliance, une organisation, une union, comme typiquement l'Union européenne. Je ne remets pas ça en question. Mais voilà, si on regarde l'état actuel des choses, des relations, des connexions, que ce soit économiques, culturelles, linguistiques, on est européen. Là n'est plus la question du tout.
Quel regard on a sur les dirigeants de l'Europe, puisque l'Europe a un gouvernement en quelque sorte, ou en tout cas elle a des instances dirigeantes qui ont toujours parfois des positions un petit peu surprenantes, avec des personnages aussi dont on se met un peu à douter. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un pédigré un petit peu particulier. Monsieur Barroso qui est parti vendre son carnet d'adresses aux États-Unis. Monsieur Schulz, là, qui vient de se prendre une petite raclée aux élections. Bon, voilà, on a l'impression que soit l'Europe est menée par des gens pas très nets ou alors des losers. Non, Non. Là, c'est un raccourci Je fais exprès. un peu rapide, mais parce qu'on a eu des très grandes figures européennes, notamment françaises et ou allemandes. On doit aussi leur rendre à César ce qui appartient à César. Mais c'est vrai que, comme partout, dès qu'il y a du pouvoir, dès qu'il y a ce genre dès qu'il y a de l'argent qui est en jeu, ça reste des êtres humains. Et puis certains sont peut-être un peu plus sensibles à l'appât. Oui, à l'appât du gain, par exemple. Allez mais savoir. je n'irai pas jusqu'à dire qu'on est mieux qu'eux. Et puis, encore une fois, regardons aussi en dehors. Tout n'est pas si noir et si sombre en Europe. C'est un sacré cirque, l'Europe à gérer. C'est un gros barnum, c'est énorme. C'est complexe, mais c'est ce qui nous a assuré la paix depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, preuve que ça en vaut la peine. Et vous dites ça parce qu'on est le 8 mai, ça tombe plutôt bien. Signature de cet armistice, dont j'ai appris d'ailleurs, en parenthèse, qu'elle avait été signée dans la nuit du 7 mai, aux alentours de 2h30 du matin, mais que l'ami Staline n'avait pas été convié aux festivités et qu'il a exigé qu'on refasse une signature le lendemain. Une très grande histoire, effectivement. Évidemment. Raphaël Betts, vous revenez dans quelques instants. On va faire notre lettre, non pas au Père Noël, mais peut-être au Père Noël européen, parce qu'il y a peut-être des choses à réclamer. On retourne au cœur de l'Union européenne et de la Suisse, confondu avec Raphaël Betts, notre invité. Vous êtes secrétaire général du nouveau mouvement européen Suisse, le NOMES, et nous parlons cette fois-ci de nos désirs, nos volontés ou nos utopies, ou en tout cas pour ceux et celles qui croient en cette Union européenne-là. Allez, on écrit une lettre au Père Noël et on lui dit, voilà, qu'est-ce que la population de ce côté-là tente à demander maintenant, concrètement? En matière d'Union européenne? Oui, en matière d'intégration, la Suisse est-elle suffisamment intégrée et qu'est-ce qu'on pourrait y rajouter pour que ça aille encore mieux? Ça dépend de voilà, à qui on pose la question. Pour ma part, effectivement, c'est mon souhait, c'est de pouvoir un jour, en tant que Suisse, pouvoir co-décider et en ce sens-là d'adhérer. Je pense que ça serait la solution qui nous permettrait d'avoir des relations stables, solides avec l'Union européenne, de jouer aussi un rôle à Bruxelles, dans les instances européennes. On le voit à l'ONU. La Suisse a longtemps tergiversé autour d'une adhésion. Elle a finalement adhéré. Puis on voit le poids qu'elle a et puis combien elle est active. La Suisse a des compétences qu'elle pourrait aussi apporter à l'Union européenne en termes de cohabitation des cultures, des langues, des religions. De gestion. Consensus, voilà, exactement, le fédéralisme. C'est tous des éléments qui font notre force et qui, je pense, nous équipent. Parce qu'en fait, en Suisse, c'est un ensemble d'États, en fait, les 22 cantons. Totalement, 26, oui. 26, pardon, pourquoi 22? Non, je pensais au lac. Les 26 cantons, c'est un amalgame, un assemblage de 26 petits États. C'est une fédération aussi, et c'est une structure qui a fait ses preuves. Et à mon sens, l'Europe pourrait en apprendre aussi. L'Europe devrait aller, l'Union européenne devrait aller vers plus de fédéralisme. Voilà, on partage les compétences entre les différents niveaux, que ce soit le niveau national, régional ou justement européen. Et puis en fonction de qui est le plus compétent, c'est ce qu'on fait en Suisse au niveau du communal, cantonal, national. Ça fonctionne bien. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas le faire aussi au niveau de l'UE? À suivre, pourquoi pas. Est-ce que vous avez, depuis quelques années, observé une évolution des mentalités par rapport à cette Union européenne?
par rapport à l'image qu'elle renvoie, ici notamment en Suisse romande? Est-ce que les gens vont dans une direction plutôt qu'une autre? Est-ce que ça se durcit, ça se radicalise un petit peu? Ça s'ouvre? En Suisse, depuis 92, j'ai l'impression que les gens ont vraiment, la majorité de la population est maintenant convaincue par la voie bilatérale. Donc, c'est celle que la majorité souhaite poursuivre. Mhm. Mais typiquement, si je peux mentionner M. Macron, lui a montré aussi, et puis ça a fait, ça a tiqué chez certaines personnes, il a montré qu'on peut gagner, qu'on peut vouloir une Europe positive et que c'est un projet qui vaut la peine d'être poursuivi. Et je pense que ce message, en partie en Suisse romande, ça a percuté, quoi. Mhm. Donc il y a peut-être chez certains un léger changement de mentalité, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'on est dans une phase où il y a un basculement. On reste minoritaire, ceux qui souhaitent l'adhésion. Une minorité qu'on doit entendre et qu'on doit prendre en compte, mais la majorité reste convaincue de la voie bilatérale. Bon, ça veut dire qu'il y a encore du travail, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a du travail, effectivement. Ouais, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Vous avez le sentiment que la Suisse est UE compatible, finalement, complètement? Bien sûr, Ouais. totalement. On est, selon quoi, même plus intégré que certains États membres. Si on devait adhérer, je pense qu'il n'y aurait pas trop de soucis en termes de mettre à niveau les différentes législations et je ne sais quoi. On prend déjà beaucoup de ce qui se fait au niveau de l'Union européenne dans notre législation. On est européen, il n'y a rien à redire. En tout cas, largement dans la région romande, bien sûr, et puis la région italophone aussi, où là on a. Et puis bon, finalement dans toutes les régions, il y a peut-être des endroits un peu plus stratégiques, historiquement parlant, qui sont un peu moins ouverts. Bien sûr, comme partout en Europe, c'est vrai que les régions frontalières en Suisse sont peut-être un peu plus ouvertes sur la question de l'Europe, même si elles sont face à d'autres défis que les régions des montagnes n'ont peut-être pas, quand on parle de libre circulation des personnes. Mais voilà, ça a toujours été, ça le sera encore demain. Il faut installer une capillarité culturelle. C'est important ça. Oui, aussi. On se retrouve dans un instant, Raphaël Betz, pour clore notre débat et notre sujet du jour sur l'Union européenne et la Suisse. Leurs rapports sont-ils satisfaisants ou doivent-ils encore s'améliorer et s'approfondir? Radio Lac. Partageons nos opinions. Dernier rendez-vous avec Raphaël Betz, qui est secrétaire général du nouveau mouvement européen suisse. Raphaël, on a fait le tour de pas mal de sujets, il y en a encore évidemment beaucoup. On va conclure avec peut-être les perspectives qui attendent la Suisse vis-à-vis de l'Union européenne, avec notamment ce fameux accord cadre qui pourrait être assez abstrait pour la plupart d'entre nous, mais ça va consister finalement à négocier. Exactement, et on négocie depuis déjà longtemps. L'administration est à quelques cheveux de pouvoir finaliser tout ça. Ça va être décisif si on prend une image, les relations les relations bilatérales actuelles, c'est comme une voiture qui a une dizaine d'années, qui roule, mais plus trop bien, avec des freins qui fonctionnent plus tellement bien. Expertise. Exactement, il faut une expertise. Cette expertise, c'est l'accord cadre. On a certains en Suisse qui voudraient plutôt la revendre et puis acheter une calèche à la place. Et nous, on est en faveur de l'accord pour permettre aux relations de se poursuivre et à l'intégration de se renforcer. Mais si je peux ajouter, à terme, à mon sens, et ça c'est la vision aussi du NOMES, à mon sens, on arrivera une fois à la question binaire, participation ou pas à l'Union européenne, codécision ou pas. J'ai l'impression que c'est une question qui est récurrente, qui va revenir tant qu'elle n'aura pas été traitée, réglée et même validée, elle va être reposée. Oui, et c'est pour ça que c'est important qu'on le mentionne régulièrement. C'est pas quelque chose qui est actuellement partagé sur la scène politique, exactement. Enfin, les gens sont plutôt frileux par rapport à ça, mais c'est essentiel de se poser la question, est-ce qu'on veut vraiment dépendre sans pouvoir participer et co-décider, ou est-ce qu'on veut un rôle à jouer? Est-ce qu'on veut
s'isoler ou est-ce qu'on peut justement, adhérer? à force de ne pas aller encore plus loin, est-ce qu'on risque d'étouffer un peu? J'allais dire vis-à-les puisqu'on est, quand même enclavé au cœur de l'Europe, au cœur de tous les mouvements européens, et d'ailleurs, on a mis en place les structures adéquates pour se faire traverser, les tunnels, les structures routières ou ferrées. Ça marche plutôt bien, ça. Ça marche plutôt bien, mais c'est vrai que si on veut poursuivre, on a typiquement la question d'un accord sur l'électricité ou la participation au programme Europe créative dans le domaine des médias. Là, il faudra un accord cadre. Donc, la relation doit se développer. Actuellement, elle est stagnante et pas suffisante. Donc, encore une fois, voilà la raison pour laquelle un accord cadre est nécessaire et pourquoi est-ce que c'est aussi nécessaire de poursuivre la discussion sur le futur des relations et une éventuelle adhésion. Où est-ce qu'on peut, Raphaël Betts, se documenter en la matière? Vous avez un site, j'imagine, le NOMES. Exactement, europe.ch. Et autrement, je peux aussi recommander les sites de la Confédération qui fournissent aussi beaucoup d'éléments très techniques sur les accords bilatéraux. N'hésitez pas aussi à eux les contacter, mais effectivement le NOMES et notre argumentaire est disponible sur europe.ch. Et ça peut éventuellement inspirer certains d'entre vous en matière d'investissement, en matière de développement, parce que là il y a aussi des réponses si on veut tenter de construire quelque chose. On sait en l'état si c'est possible ou pas, ou comment ça l'est, par exemple. Effectivement, il faut sans autre pas hésiter à nous contacter. On se fera un plaisir de répondre à toute demande, voire de réorienter si besoin. Ce qui est important, c'est d'oser et de se permettre de se poser ce genre de questions, de ne pas se brider intellectuellement. L'adhésion, c'est si on veut un débat honnête et constructif, il faut mettre toutes les options sur la table. Jolie allusion. Le jour où l'Europe se bridera, on aura un petit peu de soucis à se faire, allez savoir, d'un point de vue commercial, bien sûr. Raphaël Betts, merci beaucoup d'être venu ici nous voir. Et puis, bon vent pour la suite. Merci. Et que l'Europe, comment dirais-je, j'allais dire qu'elle vole de ses propres ailes, avec sous l'une d'entre elles peut-être un petit pays de 8 millions d'habitants. On l'espère, on le souhaite.